suis agronome à l'INRA et je vais parler un peu pour toute l'équipe du projet. Donc c'est un projet avec beaucoup de partenaires en Seine-et-Marne et qui est financé par le PSDR, donc projet de recherche pour et sur le développement rural. Donc dans l'équipe, comme on disait, il y a l'IRSTEA, l'INRA pour le volet recherche et après on est associé à des acteurs de terrain qui sont notamment à Cuivry, donc on va en parler tout à l'heure, la Chambre d'agriculture, la DDT et quelques bureaux d'études qui nous accompagnent sur le volet concertation et biodiversité. Donc je vais vous présenter rapidement le contexte du territoire, puis le projet, comment il a émergé, et je vais plutôt me concentrer sur la démarche participative qu'on propose sur ce territoire et les enseignements qu'on en tire aujourd'hui. Donc très rapidement, on est en Seine-et-Marne sur 2 sous-bassins versants, Lanqueur amont et Livron amont, avec un captage prioritaire Grenelle qui présente des pollutions à la fois nitrates et phytosanitaires. Donc on est sur un territoire relativement grand de 13 000 hectares donc de surface agricole et un peu plus d'une centaine d'agriculteurs qui sont concernés. Donc les spécificités de ce territoire, comme vous pouvez l'imaginer, voilà, en Île-de-France, c'est principalement quasiment exclusivement de la grande culture, des systèmes céréaliers. Et au niveau hydrogéologique, on est sur des surfaces principalement drainées. Donc pour retracer un peu l'historique, parce que le projet s'insère vraiment dans l'histoire de ce territoire, dans les années 90, il y a eu des gros soucis au niveau quantitatif de la ressource de la nappe du Champigny et qualitative aussi. Donc il y a eu une organisation petit à petit des acteurs pour réaliser un premier contrat de nappe et la création d'un comité d'usagers. Dans les années 2000, il y a une association qui a été fondée qui s'appelle Acuivry, qui va être responsable en fait de l'animation des actions sur ce territoire et du suivi de la qualité de l'eau. Donc, ils ont d'abord commencé par des actions non agricoles, puis petit à petit des actions agricoles. Donc là, c'est les acteurs en fait qui sont membres de l'association. Plus récemment, dans les années 2010, il y a un partenariat qui a débuté avec l'IRSTEA et il y a eu la mise en place de zones tampons humides artificielles. Donc on va un peu plus détailler par la suite de quoi il s'agit sur ce territoire-là, donc dans le cadre de recherche notamment. Donc nous on s'inscrit à la suite de cette expérimentation avec l'IRSTEA qui a été assez fructueuse. Et en gros, la question c'était comment on peut multiplier ces zones tampons humides artificielles qui présentent donc des avantages pour l'environnement. Donc ça c'était la question principale que se posait l'association Acuivry. Et du coup, ce qu'on a proposé à travers ce projet Brio, c'était d'expérimenter une démarche participative qui faciliterait le dialogue territorial sur ce territoire autour des pollutions diffuses. Et on a essayé d'associer à cette question des pollutions diffuses la thématique de la biodiversité, donc en disant que ça pourrait mobiliser aussi de nouveaux acteurs sur ces questions et que les zones tampons humides artificielles présentaient peut-être des intérêts aussi sur ce volet biodiversité. Donc la philosophie du projet, c'était donc dans cette entrée zone tampon humide artificielle, mais aussi le levier évolution des pratiques agricoles, voire même des assolements de culture, donc allongement des rotations, etc. Donc l'idée c'était vraiment dans notre projet de faire discuter les acteurs autour de ces 2 leviers-là pour que les zones tampons humides artificielles ne se transforment pas en permis à polluer. Donc en 2 mots, les zones tampons de façon générale, donc on en a parlé déjà un peu ce matin, ça va être des aménagements du territoire qui vont permettre de réduire les transferts de polluants. Donc là on a tout le panel, ce qu'on connaît très bien, les bandes enherbées, les haies, etc. Et nous on s'est particulièrement intéressé donc aux zones tampons humides artificielles qui vont mimer en fait le fonctionnement des zones humides naturelles
Voilà, il y a l'eau, les flux d'eau sont interceptés, donc là les eaux de drainage, et traversent un bassin, et donc l'eau va séjourner dans ce bassin-là, et donc des processus naturels vont permettre une dépollution partielle de l'eau qui est entrée, qui du coup ressort pour partie épurée. Donc dans ce projet, on a essayé d'associer une grande diversité d'acteurs de notre territoire, donc bien sûr les agriculteurs, en essayant de toucher un public d'agriculteurs assez large, et tous les acteurs autour du monde agricole, donc la Chambre d'agriculture qui est partie prenante du projet, mais également donc, des coopératives, les négoces et les industriels qui travaillent sur cette zone, comme la sucrerie. On a convié également tous les élus et les techniciens des communes du territoire et les services de l'État. Après, donc, il y a Veolia qui est producteur d'eau sur la zone et des associations. Donc, on a réussi à mobiliser notamment la Fédération de chasse qui peut être intéressée par ces aménagements. Donc, la démarche qu'on propose, elle est en 3 grandes étapes. Donc, assez classique. La première étape, c'est un peu un diagnostic sur la zone, des représentations des acteurs concernant les pollutions diffuses et ces zones humides artificielles. Donc pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, quels freins et quelles images ils ont derrière ces 2 termes. Donc c'est passé par des entretiens individuels et un atelier collectif. Deuxième étape, on a essayé de travailler sur des scénarios d'évolution du territoire qui intégrerait à la fois le développement de ces zones tampons et des changements de pratiques. Donc ça fait l'objet de 2 ateliers. Et dernière étape à laquelle on est aujourd'hui, c'était donc à partir des scénarios, réfléchir quels seraient les freins et les leviers à la mise en place de ce type de scénario. Et donc d'essayer d'imaginer concrètement comment ça pourrait se traduire sur les territoires. Donc ça s'est fait à travers également un atelier. Et on a pour objectif de démultiplier en fait l'atelier qu'on a fait sur cette zone 3 de façon plus locale sur les différentes communes du territoire. Donc globalement, les principes d'animation de nos différents ateliers qui sont assez classiques mais importants. Donc on a quand même des acteurs qui ont l'habitude d'être sur des sphères politiques avec des tensions, voilà. Donc là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un projet de recherche et on peut produire un peu plus facilement un cadre de confiance et créer un climat serein sur nos moments d'échange, de bien distribuer la parole équitablement aux différents acteurs et de favoriser l'écoute parce qu'on a toujours des personnes qui ont plus tendance à mobiliser la parole. Et puis de permettre aux participants, à travers ces ateliers, de mieux se connaître et éventuellement de créer des nouveaux liens pour que concrètement sur le territoire, on ait un impact intéressant, des nouvelles collaborations qui se forment grâce à ces ateliers. Donc pour concrètement traduire ces grands principes, on a essayé de travailler beaucoup en sous-groupe pour que les gens échangent vraiment entre eux. On a multiplié les supports d'expression pour que tout le monde puisse certains sont plus sensibles au mode oral, d'autres préfèrent écrire pour s'exprimer, donc on a essayé de varier les supports. Et on a favorisé aussi dans nos ateliers la prise en main de l'animation par les participants eux-mêmes. Par exemple, un rapporteur par groupe qui est un participant ou un maître quelqu'un qui distribue la parole dans le groupe de discussion c'est pas un membre du projet mais bien un participant, un invité qui prend ce rôle dans la table d'échange. Et à chaque fois on a vraiment insisté sur les débriefings pour faire évoluer nos méthodes d'animation et les adapter au public. Donc là je vais revenir sur les 3 grandes étapes et les outils, méthodes qu'on a mobilisés qui sont issus en fait de travaux de recherche. Donc sur la partie 1, pour partager les représentations, comme je disais, on a réalisé différentes enquêtes qui se sont appuyées sur un jeu de cartes qui s'appelle Météo, qu'on a adapté dans le cadre de ce projet. Donc en fait, chaque carte va représenter une thématique sur le territoire, donc ça peut être l'activité agricole, les relations entre acteurs,
les zones tampons humides artificielles. Voilà, il y a une dizaine, un peu moins d'une, oui, à peu près une dizaine de cartes. Et la personne qui menait l'enquête demandait du coup à l'enquêté, lorsqu'on vous parle de zone tampon, à quoi cela vous renvoie. Et l'enquêté s'appuie sur les différentes images pour construire son discours. Donc en fait, c'est une forme un peu pédagogique qui facilite ça facilite l'enquêté pour structurer et hiérarchiser ses idées. Donc à partir des résultats de ces enquêtes, on avait fait un atelier sous forme un peu de Word Café, c'est-à-dire qu'il y a des tables de discussion et tout le monde tourne au fur et à mesure sur chacune des tables, où on reprenait les résultats de ces enquêtes individuelles et on les présentait de manière interactive aux différents invités du territoire, de façon à partager ces représentations. L'idée, c'est pas forcément de sortir avec une représentation commune du territoire, mais de mettre en avant, voilà, ce pourquoi tous les acteurs ont la même vision, je ne sais rien moi, de la bande enherbée, c'est pas vrai, mais et d'autres objets qui font plus débat. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une vision de l'ensemble des représentations dans un premier temps. Ensuite, on est passé au stade, voilà, le territoire, il est ce qu'il est. On présente globalement à quoi il ressemble, ce territoire agricole, et on réfléchit à comment on pourrait aller de l'avant dans un objectif de qualité de l'eau, donc avec nos deux leviers qui sont changement de pratique et zones tampons humides artificielles. Donc là, il y a eu tout un travail de traduction de l'expertise de l'INRA qui avait déjà travaillé sur cette zone, et de la Chambre d'agriculture et des animatrices agricoles d'Acuivry pour qualifier un peu les pratiques du territoire et qu'est-ce qu'on pourrait faire de manière prospective. Donc ça s'est traduit voilà, la caractérisation du territoire actuel que vous voyez là. Donc je ne vais pas détailler, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un assolement de culture et une répartition dans différents modes de conduite, c'est-à-dire façon de cultiver, donc qu'on a nommé assurantiel, optimisé et économe. Donc c'est le diagramme qui est sur la droite dans l'encadré. À partir donc, de cette caractérisation des pratiques, on a fait une analyse multicritère en calculant des indicateurs à la fois environnementaux et économiques, qui sont donc la marge brute moyenne par hectare sur la zone, l'IFT dont on parlait tout à l'heure, donc l'indice de fréquence de traitement, et également des quantités de substances actives pour le glyphosate, qui pose question, et une note de risque de transfert de l'azote, qui est fonction en fait des pratiques de fertilisation et des couvertures des sols durant les intercultures. On a également qualifié le territoire actuel qui présente déjà des aménagements des zones tampons sur le territoire. Donc on a déjà évalué qu'est-ce qu'il y a, on part de quoi. Donc pas de surprise, en Seine-et-Marne on n'a pas de haies, hein, mais il y a déjà des bandes enherbées. Les zones tampons humides artificielles aménagées donc, avec le partenariat avec l'IRSTEA, et également des étangs en fait, qui sont là naturellement et qui jouent un rôle de zone tampon humide aussi. Et donc on a évalué à partir de cette estimation à la louche, voilà, des surfaces en différentes zones tampons, quels étaient les taux d'abattement en fait, de produits phytosanitaires et nitrates permis par ces zones tampons. Donc des taux d'abattement, c'est par exemple, on va dire que là, on a 5% par exemple, 5% des flux de pesticides qui sont abattus par les bandes enherbées par exemple. On a également proposé aux acteurs, durant les ateliers, d'eux-mêmes en fait, parler d'indicateurs plus subjectifs, plus subjectifs ou difficiles à évaluer avec les moyens qu'on avait, sur le paysage, la santé et les filières. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Donc ça c'est... On a d'abord travaillé sur ce territoire actuel et après on leur a proposé de réfléchir pour chacun de ces indicateurs, qu'est-ce qu'ils ont envisagé individuellement et puis on a partagé ça collectivement. Donc est-ce que ces indicateurs-là, ils devaient se maintenir, évoluer, augmenter ou diminuer plus ou moins, ou alors est-ce qu'ils n'avaient pas d'avis particulier sur ces indicateurs? Donc ça c'était le premier atelier en fait, le positionnement des acteurs sur ces différents indicateurs.
Et à partir de ce qu'ils ont proposé, on a essayé de construire 2 scénarios. Donc 2 scénarios, un qui correspondait plus à la vision acteur agricole, donc en gros une amélioration sur le volet environnemental avec la compatibilité avec leur activité, et une vision plus ambitieuse sur le volet environnemental qui correspondait à la vision acteur de l'eau. Donc on a exposé, donc, comme pour le territoire actuel, à chaque fois, ces assolements de culture, la répartition des différentes manières de conduire des différents scénarios, et les résultats en termes d'indicateurs et de taux d'abattement de zones tampons. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que à chaque fois, pour chaque scénario, on a pris en gros un scénario de pratique agricole qu'on a couplé à différents scénarios de zones tampons. Donc à chaque fois, il y avait 3 scénarios de zones tampons, donc l'actuel, donc on change les pratiques agricoles et on garde les mêmes zones tampons, on rajoute quelques zones tampons, et un scénario en gros optimal, si on mettait un maximum de zones tampons pertinentes, qu'est-ce que ça donnerait? Donc là, il y a des exemples de commentaires qui sont issus donc, de la présentation de ces scénarios en atelier. Donc des questions assez intéressantes, notamment sur ces 2 leviers, lesquels il faut mobiliser et dans quelle mesure. Par exemple, est-ce que ça sert de faire des zones tampons si on met plein de bio? Ou qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire? Plutôt axer changement de pratique, zones tampons? Ou alors des questions plus techniques sur du coup les filières qu'on propose dans ces scénarios, est-ce qu'elles ont des débouchés? Attention, ce scénario-là, voilà, il y a des volumes de production de betteraves qui diminuent, c'est pas tenable. Voilà. Donc là, il y a des discussions concrètes sur la faisabilité et l'intérêt de chacun des scénarios, à chaque fois en sous-groupe. Alors, juste avant, ouais. Donc là, la dernière étape, la 3e, c'était à partir de ces premières idées qui avaient émergé, imaginer un jeu de rôle. Donc le principe du jeu de rôle, l'idée c'est de créer un environnement de test virtuel qui montre la complexité du système hydrogéologique et agricole et qui permet de tester des solutions à la fois individuelles à l'échelle des exploitations et collectives à l'échelle du territoire sans prendre de risques puisqu'on joue. Donc là je vous ai un peu représenté une table de jeu. Donc ici vous avez le plateau collectif où il y a les différentes parcelles des agriculteurs. Donc on a des joueurs qui ont des rôles agriculteurs, qui ne sont pas forcément des agriculteurs. Et on a un rôle d'élu dans le jeu et un rôle de coopérative. Donc à chaque fois, ce n'est pas forcément un élu qui joue l'élu et une coopérative qui joue la coopérative. Chaque rôle a des actions à réaliser à chaque tour. Un tour correspond à une année. Donc l'agriculteur, il choisit ses cultures et les pratiques qu'il veut mettre en œuvre sur ces cultures. Donc à chaque fois, il choisit par exemple un blé, est-ce qu'il veut le faire de façon assurantielle, optimisée ou économe. Et ces choix vont avoir un impact sur son économie et sur la ressource, d'un point de vue phyto et azote. Merci. Oui, c'est bon. Si, c'est bon. Voilà, en gros, et l'élu en fait fait l'évaluation à chaque tour des performances du territoire et propose des actions. Donc là, il y a des exemples de cartes, de zones tampons qui sont proposées, d'événements qui peuvent surgir au cours du jeu. Donc là, on a fait une première session test du jeu et l'idée c'est, une fois qu'il sera bien rodé, après cette première session de test, on a tiré des enseignements pour l'adapter un petit peu, de faire quelques sessions sur les communes du territoire. Par exemple, il y a un élu d'un syndicat, je crois que c'est un syndicat de rivière, qui nous a demandé d'intervenir au sein de son syndicat pour faire jouer les différents élus. Donc très rapidement, les conclusions de cette démarche. Donc pour l'instant, on n'a pas fait toutes les analyses, on n'a pas analysé tous les résultats parce qu'on est encore un peu dedans, c'est assez frais. Mais ce qu'on a pu constater avec les premiers ateliers, c'est que les acteurs non agricoles, sur les perceptions, c'est que les zones tampons étaient souvent réduites aux bandes enherbées dans la perception des acteurs. Donc pas mal de confusion dans le langage, bande tampon, zone enherbée, voilà. Et que c'était perçu comme un dispositif réglementaire qui limitait la production agricole. Une grande méconnaissance en fait des acteurs agricoles et non agricoles. Donc on a essayé de travailler ça dans nos différents ateliers qui ont suivi. Donc on a constaté que les acteurs non agricoles étaient assez contents en fait d'être mis au contact avec des acteurs agricoles,
parce qu'ils étaient assez novices sur ces questions-là, donc ils ont appris pas mal de choses, des questions qui peuvent nous paraître naïves mais qui sont importantes. Pourquoi il y a autant de blé sur le territoire, des pratiques, enfin des questions sur les indicateurs, qu'est-ce que c'est un IFT, etc. On a... Vous pouvez passer. Sur les apprentissages, parce on essaye sur le volet recherche en sociologie de mesurer, enfin d'évaluer les apprentissages des acteurs. Donc, comme je viens de le mentionner, les acteurs non agricoles qui apprennent des choses sur le monde agricole. On voit on a essayé de mettre les acteurs en action durant les ateliers. Donc, il y a quelques prémices d'apprentissage dans le sens où faire un débriefing sur l'activité de l'atelier. Il y a des petites choses comme ça qui commencent à être visibles après nos 3 ateliers collectifs. Après, ce qu'on appelle apprentissage organisationnel, ce serait créer des nouveaux liens en fait entre les acteurs. Donc ça, pour l'instant, on a du mal à le mesurer. Ce qu'on constate simplement, c'est des choses assez simples. La Fédération de pêche qui a demandé à visiter la zone tampon humide artificielle et réfléchir à un peu un cahier des charges d'entretien qui serait intéressant aussi pour eux. Donc ça, c'est des petits exemples qui commencent à apparaître. Après, il faut rester assez modeste. Pour l'instant, on ne peut pas non plus avoir un retour important sur ces apprentissages. Voilà, donc je ne vais peut-être pas insister là-dessus parce qu'on est limité. Mais en gros, les forces du projet, ce qui a permis de mettre en œuvre ces différents ateliers, c'est l'hybridation de nos différents compétents. Donc, on a vraiment une équipe multidisciplinaire. L'ancrage local avec les acteurs de la chambre, de la DDT, etc. et d'Acuibri surtout. Une forte communication par différents moyens et souplesse en fait, le fait qu'on adapte au fur et à mesure la démarche en fonction de ce qu'on observe aux ateliers, tant sur l'animation que sur le fond en fait des ateliers. Et puis bien sûr les sites de démonstration sur les zones tampons humides déjà mises en place, ça facilite le contact avec les acteurs, voilà, ça rend concret les choses. Merci.